La grève des femmes de la Fabrique nationale de Herstal en 1966 constitue un événement majeur dans la lutte contre les discriminations, une avancée indéniable dans l'histoire des femmes, un tournant dans l'action syndicale. Le 50e anniversaire de ce mouvement invite à se plonger au cœur des luttes pour l'égalité menées ces 50 dernières années. 7 acteurs de la CSC et une journaliste nous livrent leurs témoignages. Alors les conditions, c'est presque plus imaginable aujourd'hui, mais il faut essayer de s'imaginer un grand hall avec une douzaine de groupes qui font la division de ce grand hall. Ce ne sont que des machines, des foreuses, des fraiseuses, des tours, des singeuses. Ce sont des femmes qui sont là-dessus et qui ont fait un peu d'écolage en entrant à l'AFN, et elles sont dans l'huile de la tête jusqu'aux pieds. Il faut voir certains documents. Elles se protégeaient avec ce qu'on appelle des serpillères ou des torchons qu'elles mettaient autour d'elles, et dans les pieds, c'était des sabots découverts. Tandis que les hommes, eux, c'était des sabots, des gros bloqués, qu'on appelait cela dans le langage populaire. C'était des sabots de blocs. C'était pas des sabots de jardinier, quoi. On avait 3 machines, ou 4 machines, ou 5 machines, et on faisait le tour comme ça. Ah oui, c'était dur, hein. Et quand on disait qu'on avait mal au dos, ou qu'on avait mal aux bras, aux épaules, on riait de nous autres, hein. Quand on rentrait chez nous, on devait se laver parce qu'on avait de l'huile sur tout le corps, ce qui était méchant pour nous, parce que nous attrapions des boutons. Alors moi j'ai demandé pour faire des tabliers avec des torchons. Et on pliait les poètes, on les cousait là et on mettait un cordon et 2 cordons derrière. C'était déjà de grande protection. Puis quand on a eu le plastique, on a fait la même chose au-dessus, un petit. Alors on n'était plus... Maman disait, mon Dieu, comme vous sentez mauvais. Mais maman, ça va partir. Mais on sentait quand même mauvais. Et nous avions que des pantoufles pour travailler, des pantoufles à caoutchouc, ça glissait. Et on puait. Oh, c'était une odeur, c'est pas bon. Les femmes étaient dans les circuits, hein, un peu comme dans le film avec Charlie Chaplin, hein, les temps modernes. Donc elles sautaient d'une machine à l'autre. Pas le reflet, c'était toute la journée. Alors, les conditions de travail, c'était très pénible parce que, bon, on était dans l'huile de là jusqu'aux pieds. Donc, on travaillait avec des torchons. Hein, on les mettait là-bas. Et quand on prenait sa douche le soir, il fallait en prendre 2 ou 3 d'affilée, hein, parce que ça sortait l'huile. Vous savez, c'était toujours les manèges. Hein, donc, c'était pas un moteur par machine. C'était des manèges avec des courroies qui entraînaient les machines. Donc, on était dans l'huile du matin au soir. Hein, donc, c'était des conditions quand même assez pénibles. Hein. C'était très marquant et ça reste marquant pour moi qui est traversé, qui n'a rien fait d'autre que traverser les halls où elle travaillait, de me représenter les difficultés de travail, la cadence aussi. Il faut aussi se rappeler qu'il y avait du bruit, c'était des halls où il y avait des dizaines et des dizaines de machines qui chacune faisait un bruit assourdissant, n'était pas aux conditions du 21e siècle. Et donc c'était dur. C'était vraiment très dur et plusieurs d'entre elles ont gardé des séquelles de ces années de travail dans ces halls industriels. Ne fût-ce que, par exemple, au niveau difficulté d'audition, on ne sortait pas indemne d'avoir travaillé quelques années dans ces halls. On avait presque pris l'habitude, quand je dis presque pris l'habitude, nous les hommes, de voir que les femmes travaillaient dans les conditions qui étaient parfois très pénibles pour elles, et de dire, mais on prenait l'habitude, donc c'était presque normal. Alors que finalement, il a fallu
une série d'informations faites par les organisations syndicales, bien sûr, et ce fameux traité de Rome qui a commencé un peu à trotter dans les têtes du personnel féminin. Et c'est comme cela que tout doucement, on a senti la pression monter. Les femmes aux machines, elles avaient une production à réaliser et qui donnait tel résultat, tel salaire, par rapport aux gamins machines qui étaient pratiquement au même niveau. Mais ce qu'on avait surtout essayé de mettre, qu'elles ont essayé de mettre en valeur à ce moment-là, c'était travail égal, salaire égal, mais comme il y avait peu d'hommes de plus de 21 ans qui travaillaient aux machines, j'ai dit, mais c'était la pénibilité au travail, parce que tourner pendant 8 heures, faire une production de 250, 300, 325, tout dépendait un petit peu du temps d'usinage sur les machines, eh bien, à ce moment-là, c'était la pénibilité au travail qu'elle voulait comparer avec la qualification de certains spécialistes alors de plus de 21 ans chez les hommes. Quand elles ont revendiqué un travail égal, salaire égal, c'est parce que, bien souvent, elles faisaient le travail de leur régleur. Donc vous aviez un régleur par groupement de machines, hein, ou bien par plusieurs groupements de machines. Mais quand la machine tombait en panne, il fallait faire sa journée, que le régleur était occupé ailleurs, ben, elle dépannait elle-même leur truc. Donc, vous voyez, il y avait, dans la fonction, il y avait le travail de production, mais aussi il y avait certaines choses, certains travaux qu'elle faisait, et qui n'étaient pas, je dirais, dans le périmètre de ce qu'elle devait faire. Donc, c'est pour ça qu'elles ont revendiqué aussi un travail égal, salaire égal. On avait réunion pour faire avec les délégués syndicats et demander une augmentation. Et par hasard, notre patron nous voulait donner 25 centimes, ce qui était très dur pour nous, car on avait passé 3,50 francs. Mais on nous donnait 25 centimes, une sucette, enfin, c'était bon pour nous. Mais nous n'avons pas accepté et nous avons fait 3 mois grève. Quand nous avons décidé de faire grève, eh bien, nous étions quelques-unes, mais ça a été vite pour avoir toutes les femmes ensemble. Et les deux syndicats se sont donné la main dans la main pour aller de l'EFN à Herstal jusque la place Saint-Paul à Liège. Et nous avons formé un cortège que toutes les femmes qui étaient sur le trottoir dans la rue de la grande rue de Herstal, et nous avons été émotionnés car toutes les femmes criaient « Allez-y mes filles, vous réussirez, vous criez, n'ayez pas peur, nous sommes avec vous ». Et elles mettaient leur manteau et elles venaient nous couvrir car elles étaient plus âgées que nous, mais avaient compris que la femme devait se remuer et devait travailler pour montrer qu'elles étaient là. J'ai mené Chambard, mais je le ferai encore. Et c'est la volonté que j'avais et que les autres avaient aussi. On était au premier rang et on criait « Le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot ne font pas d'uso. » Personne n'imaginait qu'on allait obtenir quelque chose. C'était tellement ancré dans les usages d'une entreprise pareille et on leur donne le travail, qu'elles soient encore bien contentes. Donc, cette impression-là, d'abord, tout le monde va se retrouver sans rien. C'est-à-dire sans rien, l'usine fermée, les femmes sont parties, je pense que c'est le 16, mais le 18, nous étions au chômage, nous les hommes. En tout cas, les régleurs, puisqu'il n'y avait plus de femmes aux machines, nous n'avions plus de raison d'être au travail. Il restait quelques-uns des contremaîtres qui surveillaient l'outil, mais nous étions dehors avec le personnel féminin, avec toutes les femmes. Ce jour-là, où elles sont, moi je les vois encore défiler là près de mon groupe, on se dit qu'est-ce qui se passe, Donc on ne réalisait pas vraiment. Il a fallu le lendemain
quand on a convoqué les femmes alors à la Ruche à Herstal, qui était un cinéma de quartier, pour s'expliquer avec les femmes. Et elles, c'était un seul slogan, travail égal, salaire égal, nous ne sommes pas payés pour ce que nous faisons. Hein. C'était ça dans les esprits. Et il a fallu que du côté des organisations syndicales, on se dise quand même, il faudrait un peu réfléchir de la façon dont on va essayer de faire face à leurs revendications, puisqu'il y avait ce fameux traité de Rome qui faisait cette déclaration où il y avait une convention internationale pour qu'on respecte justement le travail féminin. Mais c'était l'AFN qui était en tête de liste pour cette révolte. C'était un peu une révolte des femmes. Il y en avait qui étaient déchaînées. Hein. J'ai encore des images en tête d'ailleurs. On n'a pas le sentiment que les femmes vont être soudées comme elles l'ont été. On se dit au départ que c'était un mouvement un peu de grève sauvage, là, vous voyez. On appelle ça spontané. Oui, oui. Pas commandé par les syndicats. Non. Donc ça a démarré comme cela. Et puis alors ça a pris de l'ampleur parce que, vous savez, c'est un secteur qui a démarré, puis c'est l'autre qui a suivi. Hein. Et donc finalement, elles se sont retrouvées avec ces 3500 femmes qui étaient en grève finalement. Hein. Dans toute mon expérience vécue pendant ces 3 mois-là, je n'ai jamais entendu un homme, il est temps qu'elles arrêtent et qu'on recommence. Là, non, jamais entendu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de remarques, mais pas dans mon environnement immédiat, en tout cas, à l'époque. Mon père, qui était dans les équipes populaires, trouvait que c'était un combat juste, bien que maman soit une femme au foyer, mais il ne voyait pas pourquoi des femmes qui faisaient le même travail n'étaient pas payées de la même manière qu'un homme. Et donc, quand il y avait des manifestations près de la Ruche, eh bien, il n'était pas dans la manifestation, mais il allait très régulièrement à Herstal. Il y avait des femmes qui n'avaient même plus un pain pour donner à leurs enfants. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait une collecte dans les personnes qui voulaient bien donner. On allait acheter nous-mêmes le pain chez le boulanger qui nous faisait une réduction. Et ces gens avaient un pain s'ils avaient 4 enfants pour leur donner. Et ça faisait mal, parce que des petits qui attendaient une croûte. Oh, mais ça ne devait pas être. Alors on a été aidés. Ça, on a été aidés. Mais ça a été dur, c'était. Ah oui, ça a été dur. J'avais une tante qui travaillait à la cartoucherie, donc j'ai vécu de très près la grève des femmes. De plus, mon père et mon grand-père travaillaient là-bas aussi. Et donc, côté conséquences, dégâts collatéraux, quelque part, on va dire ainsi, je sais pendant quasi 3 mois que la vie n'était pas facile parce que nous étions 7 enfants, avec le papa en grève, le grand-père en grève, donc ça avait un impact familial aussi. Tout doucement, il y a eu des dons qui sont arrivés, et entre autres, des sociétés qu'on appelait coopératives ou de bien-être pour une autre tendance. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ça complétait un petit peu les indemnités, parce qu'il fallait manger aussi. Les familles étaient là. Et il fallait continuer à mettre quelque chose sur la table. Parce que 3 mois, c'est long quand on ne travaille plus et qu'il n'y a plus les rentrées. D'ailleurs, pas mal de femmes ont été au bout de la corde à la fin de la grève. Oui, il y avait un comité de soutien organisé par Jean Braham pour les métallos CSC. Oui. Et là, alors, on était chargé de récolter, via les militantes et les militants, des noms des familles en difficulté. Et là, c'était sur des colis. Parfois, une indemnité de grève supplémentaire. On recevait des colis du bien-être, des coopératives, etc. Des sections syndicales extérieures. Oui, de France, de partout. Hein. Oui. Il y a eu des fonds qui sont arrivés. Oui. C'est-à-dire que l'argent qui a été versé par les syndicats, même étrangers, pour venir en solidarité de la grève des femmes. Et qu'est-ce qu'on fait de cette somme? On la convertit en colis? Non, des aides directes financières. Des aides directes, oui. Les militantes et les militants de terrain
signalait qu'il y avait des familles en très grave difficulté. Nous servions de relais entre les principaux délégués et les travailleurs, même s'ils avaient une information régulièrement au cinéma La Ruche. Nous avions des comités d'usine, on faisait un peu le point, on essayait de nous faire comprendre certaines choses, que ce ne serait pas facile, et nous servions de relais à venir auprès de nos membres. Notre rôle était celui-là, d'essayer de les soutenir à vivre cette grève, à les encourager, à rectifier ça, parce que dans un conflit, on peut parfois raconter n'importe quoi. Il fallait éviter n'importe quoi et de les encourager, non pas seulement à continuer la grève, mais à se préparer aussi qu'un jour il faudra retravailler. Ça n'a aucune influence. Bon, la détermination des femmes est totalement forte et le mouvement a été porté. Oui. Que ça, pour faire arrêter une grève après 12 semaines, c'est pas les lettres de la direction, ça, à mon avis, ça remotive encore par rapport à ce qui n'apportait rien comme élément probant pour rencontrer les aspirations. Je trouve qu'on a avancé un grand pas pour les femmes, parce qu'il y a eu plus de respect envers les femmes. Parce que nous autres, nous étions de la racaille. Mais c'est pas vrai, ils ont vu ce que c'était qu'une femme en colère. Ah ça, ils l'ont vu. Même si elles n'ont pas obtenu tout ce qu'elles voulaient à l'époque, mais je pense que c'est une victoire. C'est un premier pas très très important qui a été fait. C'est l'époque où les femmes ont commencé à revendiquer pour elles-mêmes. Et il n'y a pas seulement que du matériel. Les femmes qui luttaient pour leur liberté, pour se libérer. Et donc c'est ça aussi. Donc leur grève, c'est ça aussi. Enfin, moi je suis convaincu de ça, parce que ça a marqué. Après vous avez mai 68, la femme allait continuer à se battre. Donc vous aviez des mouvements un peu partout dans le monde. Il y a eu cette grève de 74 qui était une conséquence directe de la grande grève de 66. Parce que disons que la grève de 66, 3000 à 3500 ouvrières, c'était un fameux poids, mais les revendications qui étaient basées sur travail égal, salaire égal, on ne peut pas dire qu'elles ont eu beaucoup de résultats. Je crois que le grand résultat de la grande grève de 66, c'est d'appuyer la position et de souligner la force et l'importance des femmes dans le travail. Ça, c'est surtout ça. Mais sur la revendication précise, travail égal, salaire égal, il n'y a pas eu de grands résultats. Donc, les femmes de la FN qui étaient quand même pas très contentes, qui étaient déçues, disons, du peu de résultats que leur manifestation, qui avait quand même duré 12 semaines, que le peu de résultats qu'elles avaient eu, ont décidé de repartir en grève en 74, en août 74, et toujours la même chose, sans préavis, rien du tout, comme c'était la surprise. Et elles sont reparties, non seulement pour toujours le slogan « Travail égal, salaire égal », mais ce qu'elle voulait aussi, c'était la promotion de la femme au sein de l'entreprise. Et donc, ça a été une grève aussi qui a été quand même fort dure, malgré tout. Il faut dire que quand les femmes s'y mettent, c'est pas de la petite bière. Et je me souviens toujours, nous étions aux grilles de la FN parce que nous ne pouvions pas entrer dans la FN et le cortège venant des rues de Herstal, etc., sont entrés. Nous étions avec tous mes confrères, etc. Et je vois dans le cortège Hélène van der Schoor, qui était une journaliste de la Wallonie. Elle était journaliste professionnelle, mais elle était FGTB à fond, donc elle était dans la manifestation. Alors j'étais furieuse, je me dis, pourquoi elle? Parce qu'elle est à la Wallonie, elle va entendre tout et moi pas. Puisque je dis c'est une grève des femmes, il faut dire qu'à ce moment-là, dans la presse, il y avait peu de femmes. À la Libre, j'étais la première femme d'ailleurs, donc voilà. Mais je me suis faufilée dans la manifestation, je suis allée plus bas, puis je suis repassée devant mes confrères qui étaient à la grille. C'était aussi ma manière d'affirmer la présence des femmes dans la presse. Enfin, je suis passée, je suis allée dans la grande salle où il y avait les discours et tout, et puis il y a une grande, forte femme à côté de moi qui me dit...
Où travailles-tu, toi, dit-elle? Je ne te connais pas. Elle ne pouvait pas connaître tout le monde. 3000, 3500 ouvrières, je ne risquais pas grand-chose. Mais quand même, j'étais quand même un peu... Je suis à la cartoucherie. Ah, bon, heureusement, elle ne travaillait pas à la cartoucherie, donc voilà. Et après, bon, je suis ressortie, je suis allée raconter à mes confrères ce qui s'était dit, tout ça. Mais donc, voilà pourquoi moi, la grève des femmes de 1974, ça m'a quand même marqué. Et alors, les résultats de cette grève-là, elles ont quand même obtenu pas mal de choses. Elles ont par exemple obtenu l'accès à une soixantaine de fonctions dans l'entreprise où les femmes n'y avaient pas accès. 60, c'est quand même beaucoup. Et puis elles ont eu aussi... On a supprimé la rémunération par pièce. On l'a remplacée par la rémunération à la journée, ce qui était quand même une avancée aussi. Et puis, bien sûr, installer un réfectoire, moderniser les sanitaires qui en avaient vraiment besoin. Et on a mis en place une commission des conditions de travail. Il va y avoir une poussée des femmes dans les comités d'usine, etc., dans le syndicalisme. Oui. Donc là, il y a les femmes qui vont prendre, encore une fois, qui vont dire leur destin en disant non, on va participer, on va être délégué syndical, on va être sur les listes. Non, il y a beaucoup de militantes qui se sont révélées et qui ont eu le courage de franchir le pas et d'aller sur les listes des élections sociales. Mariette Traoré, qui avait créé son comité de militantes femmes, bon, c'était quand même aussi tout nouveau au sein de la CSC, a créé au sein de la fédération un comité femmes militantes qui alors suivait tout ce que Louis a, tous les problèmes d'émancipation de la femme. En 1966, dans la foulée de cette grève des femmes de la FN, la CSC prend une décision assez importante de dire on doit tout mettre en œuvre pour atteindre l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'est déjà une chose importante. Le service syndical des femmes, il existe depuis 1947 avec déjà des intentions d'égalité, mais là, on est quand même sur une décision significative. Le problème, c'est que les choses vont être assez lentes. Entre 66 et la fin des années 90, on va voir beaucoup de bonnes intentions. Il y a des décisions, mais elles ne sont jamais vraiment concrétisées. Et il faut vraiment attendre le congrès CSC de 2002, qui prend des résolutions extrêmement favorables à la participation des femmes dans la CSC. Des décisions en deux sens. Tout d'abord, des décisions sur la participation des femmes. On veut atteindre, dans toutes les instances de toutes les organisations de la CSC, au minimum un tiers de femmes pour s'engager et participer à notre action syndicale. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est une première chose. Mais évidemment, qui dit quantitatif dit aussi travail qualitatif. Donc pour ça, il faut former les hommes et les femmes. L'égalité entre les hommes et les femmes, ce n'est pas que l'affaire des femmes. C'était resté longtemps comme ça. Pendant des années, c'est les femmes qui s'occupaient de l'égalité homme-femme. On peut dire qu'à partir de 2002 et tout ce travail de congrès CSC, l'égalité, c'est devenu l'affaire de toutes et de tous. Et ça, je pense que c'est vraiment un pas important. Alors dans le qualitatif, on a évidemment pris des décisions en disant que chaque organisation devait mettre en place des plans d'action qui veillent à intégrer et systématiser l'égalité de genre à tous les niveaux de notre action syndicale. Là, on peut dire qu'on a vraiment trois pistes qui sont importantes pour y arriver. La première, c'est l'intégration de l'égalité dans les négociations. Donc, dans tout ce travail, il y a vraiment les négociations, c'est un levier pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, travail important au niveau sectoriel, au niveau interprofessionnel, faire avancer toutes les questions, barème, conciliation, vie familiale et professionnelle, accès à la formation. Donc, il y a énormément de questions qui peuvent trouver un point de chute dans les négociations sectorielles et interprofessionnelles et faire avancer l'égalité homme-femme et bien entendu faire avancer la place des femmes dans le monde du travail. Donc, première chose, les négociations, la concertation sociale. Deuxième chose, la formation syndicale. La formation syndicale est un lieu extrêmement important pour faire passer le message de l'égalité.
C'est extrêmement important dans la mesure où on a un moment privilégié avec nos délégués et nos déléguées, et c'est le moment pour pouvoir intégrer ces questions. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire on va faire le quart d'heure féminin. Il faut vraiment pouvoir intégrer tout au long du processus de formation, tant dans la préparation que dans les contenus, les questions qui touchent les hommes et les femmes. Et la troisième chose, c'est évidemment la communication. Pouvoir communiquer en mettant en évidence aussi les travaux que les femmes font. Il y a des déléguées syndicales sur le terrain et il faut pouvoir mettre en évidence leur travail, porter leurs revendications. Donc ça, c'est très important. Si on ne porte pas les revendications des femmes, elles vont pas se sentir impliquées dans une action. Nous sommes 50 ans après le combat des femmes de la FN pour la bataille à travail égal, salaire égal. C'était évidemment un combat extrêmement important à l'époque parce que ça a donné le ton, ça a montré que les femmes, elles étaient présentes et sur le marché de l'emploi et qu'elles savaient porter des revendications et les porter assez loin. Ce travail n'a pas été vain parce que ça a donné toute une série de... Ça a permis d'aboutir à une série de législations extrêmement importantes en matière d'égalité entre hommes et femmes dans les années 70, des lois sur l'égalité de traitement et de rémunération, des lois sur l'égalité entre les hommes et les femmes. La question est est-ce que ces lois sont vraiment concrétisées? Et là, nous sommes 50 ans après cette grève à travail égal, salaire égal, et on constate que l'écart salarial est toujours de 22%. Je pense que ce qui est sûrement un progrès important sur la période, mais qui avait déjà commencé avant, c'est la partie de la législation. Je suis fort attentive au fait que pour les femmes et pour les autres travailleurs, si on veut faire respecter des droits, il faut d'abord qu'on ait des législations qui mettent clairement sur des feuilles de papier, avec des textes officiels, les droits qui sont à respecter, et puis syndicalement on peut les faire respecter. Mais la lutte, c'est d'aller chercher ces droits-là. Donc ici, ce qui a fort évolué, je pense, c'est entre autres le fait que des droits qui existaient déjà ont été précisés et qu'il y a un certain nombre de choses là du côté pour les femmes qui ont évolué et qui sont meilleures. Par exemple, dans la grève des femmes de la FN, on parle de l'absentéisme important des femmes, mais à l'époque, on comptait tous les jours d'absence en les mettant dans le même paquet et on mettait les jours de repos d'accouchement de la même manière. À partir du moment où les femmes accouchent pas les hommes, il y avait déjà une injustice. Donc il y a comme ça, ça peut apparaître des choses anodines, mais c'était des éléments qui étaient des sources d'injustice vis-à-vis des femmes dans la manière de considérer le travail féminin. Donc ça, c'est important, mais par contre, ce qui me fait hésiter dans ce qui a changé 50 ans après, c'est que je ne suis pas sûre qu'on maîtrise beaucoup mieux les éléments nécessaires pour faire les classifications de fonctions. Et comme il y a des nouveaux métiers qui apparaissent et que les outils pour classer les fonctions ne sont pas encore assez précis, pour mesurer tous les éléments qui font un métier, mais finalement, même les nouveaux métiers, on ne les classe pas bien et on n'arrive pas pour le moment avec une classification suffisamment fine et donc on n'arrive pas à mettre des barèmes, des salaires qui sont suffisamment précis. Il faut d'abord continuer à combattre les clichés au niveau des métiers. Il n'y a pas plus de métiers réservés à des femmes qu'à des hommes. Il faut combattre aussi tous les clichés en fait. Pourquoi est-ce que c'est une femme qui doit travailler à temps partiel quand les enfants sont jeunes? Il y a des jeunes hommes qui le font maintenant aussi. Mais donc là, on doit continuer à poursuivre ce combat-là parce qu'on se rend compte qu'en fait, les grandes discriminations salariales qui existent viennent en grande partie du temps partiel. Et le temps partiel, il est fait très, très majoritairement par des femmes. Donc je pense qu'on doit travailler contre ça, y compris pour les filles. Les filles... elles pensent qu'elles doivent le faire, que c'est elles qui doivent faire du temps partiel. Parce qu'on nous a élevés comme ça, on nous a dit c'est toi qui auras les enfants, c'est toi qui t'en occuperas. S'il faut se sacrifier, c'est toi qui te sacrifieras un petit peu pendant que ton mari, ton conjoint ira travailler.
Les élections sociales vont bientôt se tenir, au mois de mai 2016. C'est extrêmement important que les femmes prennent leur place, soit candidates, soit élues. À ce moment-là, à cette occasion, c'est extrêmement important dans la mesure où il s'agit aussi d'une question de démocratie. Alors où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? C'est clair que les femmes restent sous-représentées parmi les élus, parmi les représentantes des travailleurs et des travailleuses. La situation reste très délicate. Le taux d'emploi féminin n'a cessé d'augmenter et donc on atteint un taux d'emploi qui est presque de 50-50, juste un petit peu en dessous des 50 pour les femmes, mais on est loin de ces chiffres au niveau de la représentation des travailleurs et des travailleuses. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la CSC, grâce à tout ce dispositif d'égalité entre hommes et femmes, à toutes ces décisions de congrès, fait des meilleurs scores que les deux autres organisations syndicales. Donc ça, c'est très clair. La CSC a de bons résultats, mais ces résultats ne sont pas suffisants pour pouvoir arriver à une représentation proportionnelle des travailleuses dans les entreprises. J'ai eu la grande chance de participer à la marche mondiale des femmes à New York en l'an 2000. C'était un grand moment pour toutes les femmes, pour la CC qui avait investi énormément. Il y avait une délégation très très importante de la CC. C'était un moment émouvant de se retrouver et aussi de se rendre compte qu'on n'est pas toute seule à mener un combat, que les combats ils sont différents d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, parce qu'ils ont plus ou moins d'amplitude, mais que la base des problèmes est la même, finalement, s'il n'y a pas une prise de conscience générale, mondiale, européenne, mais mondiale aussi, on ne pourra pas avancer davantage.